Bonsoir. Oui, merci. Réponse tout à fait judicieuse. Et j'en avais une autre, Bon, c'est y a-t-il prochainement un oui. risque, enfin prochainement que l'État ponctionne, y a-t-il un risque prochainement que l'État ponctionne les comptes des particuliers pour rembourser les milliards des Covid? Alors, c'est peut-être Alors, de la cristal, loi, peut-être. la loi n'est pas passée sur ce type de problématique en particulier, c'est-à-dire qu'on n'a pas de loi qui nous dise pour rembourser la dette de la crise sanitaire, je vais prélever. Donc ça peut être toujours un décret, une loi, ainsi de suite. D'abord, avant l'élection présidentielle, ça nous semble assez peu probable. Après l'élection Oui, présidentielle, ça nous semble plus plausible. Mais aujourd'hui, la seule chose ce qui est en place, c'est qu'en cas de crise bancaire, dans la loi de résolution des crises bancaires, il est prévu que les dépôts des particuliers oui. puissent être mis à contribution. Ça a déjà été voté. Donc, mais il faudrait pour ça qu'il y ait une crise bancaire. Après, une crise bancaire, c'est assez facile à provoquer. Là-dessus, c'est juste le ministre qui n'a pas besoin de décret puisque la loi est existante. Le Haut Comité de la stabilité financière décide que, et à ce moment-là, ben, il y a un prélèvement qui se fait sur les comptes des particuliers puisque c'est prévu par la loi de résolution des crises financières. Au-delà des 100 000 euros, c'est ça? Oui, Ok, merci. voilà. Mais le Covid, ça n'a pas encore été voté. On n'a pas vu des choses là-dessus. Merci. Euh, Alors, Patrick nous dit, est-ce qu'il y a un risque réel de crise? Mais Patrick, on est en crise. On est en crise d'ailleurs. L'idéogramme japonais, d'ailleurs, chinois, nous dit que la crise, c'est aussi des questions d'opportunité. On est dans des mutations majeures et on a un environnement qui est en lui-même en crise. On ne peut pas forcément dire que ce qui se passe avec des rachats massifs d'actifs par les banques centrales ne soit pas une crise en lui-même. On ne peut pas forcément dire qu'on soit dans quelque chose d'équilibré. Donc oui, on est dans une crise. Après, il y a une énorme disruption. La disruption, c'est j'ai deux mondes, j'ai un monde existant et j'ai un nouveau monde qui est en train de monter. Et sincèrement, le nouveau, il va va mourir l'ancien monde. Donc, par exemple, aujourd'hui, une de nos convictions, c'est que la finance décentralisée, donc la finance basée sur des blockchains, comme Bitcoin par exemple, est en train de disrupter la finance classique. C'est pour ça qu'il y a une volonté de régulation terrible. Il y a vous allez voir dans les mois qui viennent une volonté de tuer Bitcoin parce que c'est quelque chose qui peut laisser mourir, qui peut prendre le terrain de la finance traditionnelle. La finance traditionnelle, vu les enjeux, ne va pas laisser faire ça. Donc là, il y a un vrai combat qui s'enclenche en ce moment sur ce sujet-là. Donc nous, on pense qu'il y a plus des questions de disruption en ce moment, de disruption profonde, que des questions de crise. La crise, oui, nous sommes en crise. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les choses sont équilibrées. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Patrick, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à rebondir. Oui, Patrick, le Ouais, micro est non, ouvert. non, merci. Merci, oui, oui, c'était juste par rapport à la bourse et donc les risques que tout se casse la gueule, mais ça répond entre ce que vous avez répondu avant et maintenant, ça répond à la question. Je vous en remercie. Là encore, là encore, on n'a pas la boule de cristal, hein, mais euh, donc voilà. Au niveau des droits de succession, vont-ils augmenter après les élections ou d'autres impôts? Très bonne question, Bernard. Donc, sur ces sujets de droits de succession, tiens, je vais remettre ça, je vais remettre quand même une photo. Je vais quand même partager l'écran parce que je trouve ça quand même sympa de partager Opéra. On va quand même mettre ça à la page d'accueil. Donc, attendez, je partage. Hop, bon. Donc en fait, simplement, pour revenir à nos moutons, sur la question qu'il ne faut pas que je perde, avant l'élection présidentielle,
il est évident que on va pas avoir, enfin, il me semble pas opportun pour un dirigeant d'aller augmenter les impôts avant les élections présidentielles, comme il me semble compliqué juste avant les élections présidentielles de commencer à confiner une partie de la population par l'autre partie de la population. Bon, ça me semble compliqué, mais bon, peut-être pas impossible. Il faut pas oublier que Sarkozy, dans la crise de l'euro de 2011, avait dû serrer la vis au niveau fiscal en 2012, juste avant l'élection présidentielle. Donc, ça veut dire que ce n'est pas complètement exclu, mais en tout cas, nous, ça nous semble assez peu probable. Voilà, ça nous semble assez peu probable. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? C'est que il va falloir à un moment donné résoudre la problématique de la dette. Il va falloir résoudre cette problématique-là et on a 3 solutions possibles. On a l'annulation. Donc, beaucoup de gens disent ouais, ça serait bien d'annuler la dette. Bon, très bien. Quelles sont les conséquences? Eh bien, les conséquences sont extrêmement simples. Il y a dans les contrats d'assurance vie entre 40 et 60% de dette d'État ou quasi. À partir du moment où un État ne rembourse pas sa dette, eh bien, j'ai une perte sur mon contrat d'assurance vie. C'est une manière de résoudre la problématique, mais je pense que ça serait politiquement un petit peu sensible. Il y a un deuxième sujet, c'est d'augmenter la fiscalité. Est-ce que augmenter la fiscalité dans une économie un peu exsangue, c'est possible et faisable? Peut-être. En tout cas, ça me semble pas. Il me semble qu'un durcissement de la fiscalité peut être envisageable. Faut pas oublier qu'on a quand même quelques cadeaux fiscaux. Il faut savoir qu'on a un plan de relance en 2017 qui n'a pas été au bout. Il faut savoir que la seule chose qu'on a eue, c'est quand même quelques réductions d'impôts, tant pour les entreprises que pour les particuliers. Troisième point, troisième manière de rembourser les choses, c'est l'inflation. On oublie trop souvent que l'inflation est une manière d'appauvrir le rentier et de rendre le poids de la dette beaucoup moins élevé. Comprenez qu'à partir du moment où l'argent, où j'ai une augmentation de la masse monétaire, enfin j'ai une inflation de 5% par an, eh bien la dette que j'ai, le stock de dette, il baisse mécaniquement de 5% par an puisque le stock vaut de moins en moins cher puisque voilà. Et donc c'est le troisième point sur lesquels je me demande si le fait que les banques centrales aujourd'hui refusent de combattre l'inflation n'est pas une manière de ponctionner sur les patrimoines ce qu'il faut. C'est une manière d'y répondre. Voilà. Il ne faut pas oublier ces 3 manières. Il ne faut pas oublier la troisième qui est l'inflation. En espérant avoir répondu à la question. Je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, il y a un micro qui s'est ouvert là. Brièvement. Non? Non. C'est ma moustache qui a dû frotter sur le micro. Y a-t-il d'autres questions? Donc on est entre nous, on peut y aller. Hein. J'en prends une ou deux avant la fin de la route. Claude, oui. Oui, Louis. Aujourd'hui, pour un patrimoine, un pourcentage, quelle serait la répartition idéale entre, par exemple, de l'immobilier, l'assurance vie ou Bitcoin? Enfin, il y a beaucoup de choses possibles, je sais, mais en regroupant ces éléments, Oui. quelle serait la répartition idéale pour avoir le meilleur équilibre? Alors, c'est une question pas facile. Ouais. Ouais, mais si, c'est une question enfin, on peut répondre là-dessus. Il y a plusieurs manières de répondre à la question. La première manière de répondre à la question, de toute façon, c'est qu'il n'y a pas une réponse, mais il y en a plusieurs. Comme ça, c'est facile, ça m'enlève toute pression. La première des choses, c'est qu'il y a des gens qui sont très à l'aise avec l'immobilier, des gens qui sont très mal à l'aise avec le financier. Et cela, ça va être difficile de leur dire, écoutez, on va faire des grandes masses, et dans ces grandes masses, notamment, il va falloir réfléchir à quelle période de la vie vous vous situez. Je m'explique. Quelqu'un qui a 40 ans et quelqu'un qui a 65 ans ne va pas avoir la même composition de patrimoine.
que quelqu'un qui a en plus qui a 80 ans. Et donc l'idéal à 40 ans, à 60 ans ou à 80 ans va pas être le même. Voilà. Donc on sait qu'il y a des choses qui vont bouger. Et ensuite, il y a l'appétence que l'on peut avoir. J'ai des clients qui me disent non, non, moi c'est l'immobilier, l'immobilier, l'immobilier. Ça fait 40 ans que l'immobilier fonctionne, je veux pas faire très peu de financier. C'est évident. Les taux ont baissé depuis 40 ans. Donc, avec les taux qui baissent, bah, l'immobilier, lui, il monte depuis 40 ans. Donc, effectivement, ce sont des gens qui n'ont connu que la hausse de l'immobilier, sauf entre 91 et 95. Et donc, la vision, c'est que l'immobilier, c'est l'idéal par rapport au financier qui est pas forcément bon. N'empêche que les gens qui ont mis il y a 10 ans 3000, qui ont mis en bourse sur des bases de peut-être 3-4 000 euros, 3-4 000 points du CAC 40 viennent de faire finalement viennent de faire de belles opérations s'ils ont un tout petit peu accompagné les mouvements de la bourse. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Il y a une chose, on va commencer par le plus simple, Bitcoin. Bon, eh bien, crypto et Bitcoin, aujourd'hui, il est communément admis de ne pas dépasser 2% du patrimoine, sauf si on y croit à fond, mais c'est 2% du patrimoine. Pourquoi? Parce qu'on peut encore arriver à zéro. Donc au moins, si on a mis de l'argent et que ça arrive à zéro, ben, on n'aura perdu que 2% du patrimoine. Ensuite, le financier, l'immobilier. Si on met que de l'immobilier, on manque terriblement d'une chose qui s'appelle la liquidité. Donc il faut dans son patrimoine avoir de la liquidité de toute façon, parce que plus on va vers la retraite, plus on aura besoin de patrimoine liquide. Donc je dirais qu'il faut essayer d'avoir toujours 10-15% de liquidité dans son patrimoine, et que plus on s'approche de la retraite et avoir des revenus réguliers, eh bien plus il faudra avoir un complément de liquidité. Donc moi je pense que le curseur de l'immobilier ne doit pas dépasser 60% du patrimoine. Voilà une manière de répondre à la question, sachant que dans les liquidités, on peut avoir de l'assurance vie, on peut avoir des comptes titres, on peut avoir autre chose, on peut avoir une société civile de portefeuille, on peut avoir plein de choses différentes. Et puis qu'il y a des gens qui, eux, ont fait le sens contraire, qui ont très peu d'immobilier en dehors de leur résidence principale. Je pense qu'il ne faut pas dépasser 60% d'immobilier. Et je pense qu'il faut à minima avoir sa résidence principale, voire un petit quelque chose en plus. Voilà. Merci. Ouais. Juste Oui. pour continuer sur le même sujet, Louis, l'immobilier papier, vous le considérez dans l'immobilier ou dans le financier? Bonne question, très bonne question, Patrick. C'est une manière de détenir l'immobilier. Le sous-jacent est immobilier. Il faut savoir si dedans on a de la dette ou pas de dette. Comment c'est. Par exemple, si j'ai des titres de foncière ou si j'ai une OPCI qui a des titres de foncière, pour moi, c'est quand même majoritairement du financier. Si j'ai une SCPI ou un titre comme Venture Real Estate qu'on utilise pour certains de nos clients au Luxembourg, c'est pour moi de l'immobilier que l'on détient indirectement comme si on avait une SCI. Donc pour moi, les SCPI sont plutôt considérés comme de l'immobilier. Les foncières et les OPCI sont plutôt considérés comme de l'immobilier, comme du placement financier. Par exemple, on a une OPCI qui s'appelle BK OPCI, donc spécialisée en murs de Burger King. Il y a énormément il y a pas mal d'effets de levier de la dette dessus, ça donne des très bons rendements. Typiquement, c'est pas un produit que je considère comme de l'immobilier, même si le sous-jacent est immobilier, parce qu'il y a vraiment de l'ingénierie financière au-dessus. Au-dessus, il y a question de baux, il y a question de valorisation qui sont dues à de la technique financière. Pour moi, c'est de l'immobilier, c'est pas de l'immobilier, c'est du financier. D'accord. Et le crowdfunding, crowdlending, on reste sur de l'immobilier? Financier. D'accord. C'est du Merci. financier puisque c'est de la créance, donc c'est de la dette. C'est ce qu'on va chercher, c'est des dettes courtes. Donc pour moi, pour nous, c'est même la nature même du titre, hein, c'est un titre financier puisque c'est une créance, c'est soit une obligation, soit un bon de caisse, ou un mini bon. Voilà. Bon, Merci. une question encore. Allez, je vous donne la dernière pour la. Enfin, je vous propose de faire la dernière question pour la route. Je sais pas qui c'est qui veut la poser. Parce que j'ai une petite occupation à 20h. On m'attend en place de la bourse. Il y a la French Tech qui fait sa réunion annuelle. Ça fait ça fait 2 ans que j'y suis pas allé, donc je vais quand même aller faire un petit tour. Mais une petite question comme ça pour. Autrement, moi je peux parler d'autre chose. De quoi je n'aurais pas parlé. Allez, c'est moi qui vais terminer sur un constat qu'on a fait avec certains clients. On a certains clients qui ont un peu de patrimoine
Et on a fait le constat suivant, c'est que j'ai des clients qui me disent non, moi j'ai pas envie d'aller au Luxembourg parce que je peux avoir un peu d'exposition médiatique, un peu d'exposition politique ou choses comme ça. Et si jamais la presse vient fouiller dans mon patrimoine et qu'elle trouve que j'ai un contrat au Luxembourg, ça va influer sur mon image. Bon. Vous connaissez notre vision sur l'assurance vie française. On est un petit peu inquiet sur comment dire, la dégradation de la liquidité des contrats français. Et surtout le fait que j'ai regardé le bilan du fonds de garantie au niveau le fonds de garantie pèse 500 millions d'euros. L'assurance vie pèse 1600 milliards d'euros. Même si le fonds de garantie a la possibilité de faire de l'effet de levier, de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, j'en dis une, mais bon, je crois qu'il peut aller lever jusqu'à 12 ou 15 milliards d'euros. En tout cas, sachez que ça va être compliqué de garantir 1600 milliards d'euros avec aussi peu de choses. Donc, un certain nombre de mes clients se posent la question de dire, mais est-ce qu'il faut encore faire des contrats d'assurance vie? Et quand on est sur des montants un peu importants, la question se pose avec encore plus d'acuité. De l'autre côté, pour des gens qui sont en bonne santé, les contrats de prévoyance, c'est-à-dire d'assurance décès, sont très peu chers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assure 1 million d'euros pour 1000 ou 1200 ou 1600 euros par an. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de faire appel au même système que l'assurance vie luxembourgeoise, c'est-à-dire que dans l'assurance vie luxembourgeoise, vos fonds ne vont pas chez l'assureur, ils vont chez un dépositaire. Donc un compte titre, par exemple, que l'on aurait dans une société civile de portefeuille, un compte titre est bien chez un dépositaire. Vous avez la personne à qui vous passez les ordres et la personne chez qui sont déposés les titres. Donc vous avez la même sécurité en France sur un compte titre avec un dépositaire. Donc l'idée est la suivante, c'est de dire je fais une société civile de portefeuille, autant que possible, au fur et à mesure je donne les parts, je fais des donations à mes enfants, et si jamais le temps de faire les donations pendant 20-25 ans, eh bien j'ai des droits de succession un peu élevés, eh bien je paye une prime de prévoyance à cet organisme de prévoyance. Et l'un dans l'autre, là où je vais économiser quelquefois 0,40 ou 0,50 que je donnerai à l'assureur régulièrement tous les ans, sur une somme d'1 million par exemple, ça peut coûter largement 5 000 euros par an, ça ne m'empêche pas de m'assurer moi-même pour 500 000 euros, sur 500 ou 600 euros de prime, et d'avoir une société civile de portefeuille assez garnie, dans laquelle je fais au fur et à mesure la donation de nue propriété à mes enfants. C'est comme ça, quand je ne suis plus là, c'est passé entièrement à mes enfants. Et pour garantir les droits de succession, bien je fais en attendant un petit peu de contrat de prévoyance. Et donc ça évite d'aller de manière sempiternelle dire je vais aller faire un contrat d'assurance vie et ainsi de suite, parce que le contrat d'assurance vie est incontournable pour être exonéré de droits de succession. Voilà la réflexion auquel nous sommes arrivés avec un certain nombre de clients ces derniers temps. Je vous la livre ce soir en conclusion. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre présence, soit direct ensemble avec nous, soit ceux qui sont inscrits, puisque en fait la majeure partie des inscrits n'ont pas forcément pu assister, donc ils recevront quand même le lien de replay. Et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Notez donc que le 30 novembre, il y a quelqu'un d'exceptionnel qui viendra sur le webinaire crypto. Si ceux qui sont intéressés pour venir et qui n'ont pas d'abonnement, eh bien peuvent me demander le lien et je leur donnerai. Il y a une petite participation de 20 euros puisqu'on a quelques frais d'organisation pour ce webinaire. Et c'est quelqu'un qui pourra vous parler de l'histoire, en tout cas, de la crypto-monnaie. Puis il revient du Salvador, qui est le premier pays à avoir choisi Bitcoin comme monnaie officielle, monnaie d'État. Donc je pense que ça sera un témoignage passionnant. Voilà. Bonne soirée à tous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.